4 milliards d'euros. C'est ce que représente le marché de la voyance en France. C'est plus que l'industrie du jeu vidéo, du cinéma et de la musique. Et au centre de cette juteuse économie, le tarot de Marseille. Une machine à cash bien huilée qui vend des réponses toutes faites à des personnes en quête de réponses et surtout en détresse. Mais bon, détresse ne rime-t-elle pas avec business? Si, et certains l'ont bien compris. Tenez, regardez sur quoi je suis tombé. L'un des tarologues les plus suivis du moment a été interviewé par Forbes. Ouais, Forbes, le média des élites économiques, des PDG et des entrepreneurs à succès. Pourquoi lui? C'est facile, parce qu'il vend du rêve. Mais littéralement, sa spécialité, c'est d'interpréter une carte en phrase virale pour les réseaux sociaux. Dans une vidéo, il dit par exemple « La carte du chariot, c'est simple, il faut simplement avancer malgré les obstacles. » Et voilà, 5 siècles de tradition symbolique, de travail philosophique rigoureux et de transmission initiatique condensés en un pseudo-conseil de vie. Mais ce qui me rend fou, c'est que ça marche. Grâce à ce type de vidéo, ces spécialistes autoproclamés vendent à l'appel des coachings, des jeux de cartes ou encore des formations miracles pour apprendre à lire l'avenir. Résultat, de plus en plus de personnes consomment ce type de contenu et félicitent leur démarche de démocratiser le tarot de Marseille. Et si c'est votre cas, sachez que je ne vous reproche rien dans cette vidéo. On vous a juste montré une version édulcorée, simplifiée et surtout déconnectée de l'essence même du jeu. Sauf que non, ce n'est pas une démocratisation, c'est une dénaturation. Car le tarot de Marseille ne sert pas à lire l'avenir, il sert à lire le présent. Et forcément, quand on comprend son présent, on peut décider de quoi sera fait son futur. Et c'est justement cette nuance que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première chose à faire pour comprendre le tarot de Marseille, c'est de comprendre son origine. Et pour ça, il faut remonter en 1450, année de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Car cette invention, elle a littéralement bousculé le monde. En moins de 50 ans, plus de 20 millions de livres sont imprimés à travers l'Europe. C'est l'équivalent de toute la production manuscrite des 1500 années précédentes. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'y a pas que l'impression de livres qui a explosé. Car grâce à la presse à imprimer, on commence aussi à produire en masse des images, des gravures et surtout des cartes à jouer. Fini les cartes peintes à la main réservées aux nobles. Désormais, tout le monde a le droit à son jeu. Ainsi, dans les rues, les tavernes et les foyers modestes, les cartes se glissent partout. Et avec elles, un nouveau type de jeu fait son apparition. Un jeu qui, selon les historiens, aurait été conçu directement par les bâtisseurs de cathédrales. Et surtout, un jeu inédit dans sa composition, le tarot de Marseille. Pourquoi inédit? Eh bien, parce que ce jeu renferme 22 cartes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, les arcanes majeures. 22 cartes sans famille, sans couleur, mais des cartes qui évoquent étrangement les différentes étapes de vie que nous traversons tous. Naître, tomber, aimer, perdre, se relever, grandir, se transformer, des réalités universelles valables du XVe siècle, comme aujourd'hui, valables pour un roi, comme pour un ouvrier, valables pour vous comme pour moi. Bref, le tarot de Marseille serait, à travers ces 22 cartes, un mode d'emploi de la vie. Mais alors, pourquoi ces cartes nous parlent autant? Pourquoi évoquent-elles en nous des souvenirs? Et surtout, pourquoi chaque carte tirée semble évoquer avec précision la situation que nous vivons le jour du tirage? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous devons nous rendre là où vos décisions sont prises. Et pour ça, il faut qu'on parle d'Emmanuel Macron. Ouais, je suis très sérieux. Parce qu'il y a un très gros point commun entre votre cerveau et Emmanuel Macron, que cela vous plaise ou non. Et celui-ci, c'est l'utilisation abusive du 49.3. Car oui, dans votre tête, il y a quelque chose qui décide sans demander votre avis. Il passe en force, impose ses lois et surtout, il refuse le débat. Un vrai 49.3 mental. Je parle de votre inconscient. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'il pense bien faire. C'est juste qu'il prend sa décision en se basant sur vos peurs, vos blessures ou encore vos anciennes expériences. Puis, à partir de ça, il impose ses lois. Si quelqu'un hausse le ton, je me tais. Si je suis trop visible, je vais me faire rejeter. Si je demande de l'aide, je passe pour quelqu'un de faible. Une fois ces lois installées, il vous les resserre toute votre vie. Ah, petite précision, ce dont je vous parle ne se limite pas à ces moments de fatigue ou d'égarement qu'on a tous. Non. 80 à 95% de vos décisions quotidiennes sont prises par votre inconscient. Ouais, je sais, c'est contre-intuitif. Parce qu'on est d'accord qu'on a tous un libre arbitre, qu'on prend tous des décisions et qu'on fait tous des choix, pas vrai? Eh ben, désolé de vous décevoir, mais non. On ne prend pas de décision, on soumet des décisions. Et ça fait toute la différence. Parce que soumettre une décision, c'est comme déposer un dossier. Votre conscient prépare les arguments, coche les cases, fait de son mieux, mais au bout du compte, c'est l'inconscient qui valide.
Une preuve de ce que j'avance? Bien sûr. Prenez une décision parfaitement logique. Faire du sport, par exemple. Vous savez que ça améliore la santé, que ça donne de l'énergie, que ça aide à mieux dormir. Tout est rationnel, incontestable. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous y tenir. Arrêtez de fumer? Pareil. Vous connaissez les dangers, les économies que vous feriez, la liberté que ça rendrait, c'est une évidence, et pourtant, la cigarette finit toujours par gagner. Votre conscient sait ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas lui qui décide. Voilà pourquoi vos résolutions échouent. Ce n'est pas par manque de volonté, ni même un manque de logique, non. Ce n'est juste pas vous qui prenez la décision finale. Mais alors, quel est le rapport avec le tarot de Marseille? Parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo. Eh bien, regardez cette image. Je suis sûr que ces taches vous disent quelque chose. C'est ce qu'on appelle un test projectif. Il repose sur une découverte majeure de la psychologie signée Hermann Rorschach en 1921. Votre inconscient parle, et il parle en images. Ainsi, quand on vous montre une image dénuée de sens, comme celle-ci par exemple, votre esprit en projette un. Et ce que vous y voyez en dit plus long sur vous que sur l'image. Mais voilà, il y a un hic. Voir des taches d'encre et dire « je vois une chauve-souris », ça ne fait pas avancer le schmilblick. Sauf évidemment si un psy est là pour décoder ce que ça dit de vous. Alors que les images du tarot de Marseille, elles, orientent votre inconscient vers une problématique donnée. Mais pour que cela fonctionne vraiment, il y a une chose indispensable à faire avant. Apprendre la signification des cartes. Parce que chaque carte représente une étape précise de la vie. Un choix à faire, un équilibre à retrouver, une rupture, un renouveau. Et lorsque vous connaissez ces significations, vous faites en réalité quelque chose de très simple. Vous dirigez votre inconscient vers un thème précis de votre existence. Ainsi, la carte pose le cadre et à partir de là, il n'y a presque plus rien à faire. Il suffit simplement de regarder la carte et de laisser votre inconscient parler. Et ce qui apparaît alors est forcément juste pour vous. Parce que ce que vous voyez sur cette image, c'est votre propre réalité qui s'exprime. À ce stade, on peut se dire « Ok, mais du coup, ça sert à quoi de tirer des cartes puisqu'il me suffirait de poser toutes les cartes sur une table et de laisser mon inconscient parler sur chacune d'entre elles ?» Oui, mais non. Parce que si le tarot de Marseille fascine autant depuis des siècles, c'est parce qu'il existe un détail troublant le concernant. Et si vous avez déjà expérimenté un vrai tirage, vous ne pourrez qu'être d'accord avec moi. Chaque carte tirée semble étrangement faire écho aux événements que vous traversez le jour même du tirage. Comme si le hasard avait le sens du timing. Ou mieux encore, comme si votre désir d'obtenir une réponse influençait le hasard. Difficile à croire, pas vrai? Ouais, je sais. Mais laissez-moi vous parler de... Non, rassurez-vous. Je ne vais pas vous parler encore une fois d'un homme politique, non. Là, je vais vous parler de poussins et de boîtes de conserve. On est parti. Ça, c'est un ticoscope. Il s'agit d'une sorte de boîte de conserve couplée à un générateur de nombres aléatoires qui lui permet de se déplacer de manière imprévisible. Sous cet appareil, un feutre inscrit les déplacements sur une feuille. Ça, ce sont des poussins. Vous avez vraiment besoin que je vous explique ce qu'est un poussin? Non. Eh bien, ensemble, ces poussins et cette boîte de conserve ont permis de répondre à une question existentielle sur le tarot de Marseille. Est-ce vraiment du hasard? Je vous explique. 1988, le docteur René Puech a une intuition. L'esprit peut contrôler la matière et le hasard. Et comme tout bon scientifique qui se respecte, il met en place un protocole rigoureux pour la vérifier. Celle-ci se déroule en 4 phases. 1. Il prouve que son ticoscope se déplace de manière complètement aléatoire. Résultat, c'est prouvé, les déplacements sont chaotiques. 2. Il fait en sorte que 5 poussins considèrent le ticoscope comme leur mère. C'est ta mère. L'objectif, faire en sorte que les poussins suivent à la trace l'appareil et surtout qu'ils développent une affection pour ce dernier. Résultat, pour les poussins, cette conserve, c'est leur mère. Ils la suivent absolument partout, même si le parcours n'a aucun sens. 3. Ils séparent les poussins du ticoscope à l'aide d'une vitre. Évidemment, les poussins crient de toute leur force. Leur instinct les pousse à rejoindre leur mère, mais c'est impossible à cause de la vitre. Et là, stupeur, le générateur de nombres aléatoires qui dirigeait le ticoscope se met à enchaîner des positions proches de la vitre. Et 4, il retire les poussins de l'expérimentation et le ticoscope se remet à se déplacer chaotiquement sur toute la surface disponible. Conclusion, oui, le simple désir des poussins aurait influencé le hasard. Alors, si ça marche pour des poussins, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Et si, à chaque fois que vous tiriez des cartes, votre désir de comprendre influençait silencieusement ce qu'on appelle le hasard? À partir de là, un simple tirage de cartes devient tout sauf anodin. Parce que tirer 6 cartes dans un tarot de Marseille, c'est accéder à 185 933 148 400 combinaisons différentes. Presque 186 milliards de tirages différents. Autrement dit,
la probabilité que quelqu'un d'autre, un jour, ait exactement le même tirage que vous est proche de 0. Ainsi, lorsque vous tirez les cartes, vous obtenez une combinaison de cartes qui n'a jamais existé avant et qui n'existera jamais plus. Ce n'est donc pas un détail, c'est un rappel, vous êtes unique. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure cette vidéo. À quoi bon suivre des réponses universelles si votre chemin ne ressemble à aucun autre ? Le tarot de Marseille n'a pas été créé il y a 600 ans dans le but de permettre à certains de passer sur Force Magazine. Il a été créé pour que chacun d'entre nous puisse lire ce qui lui est personnel et l'aider à mener son propre chemin. Et voilà, vous connaissez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le tarot de Marseille. Et si d'ailleurs vous souhaitez aller encore plus loin, sachez qu'on a enregistré une mission spéciale Tarot de Marseille avec la spécialiste mondiale sur le sujet, Marianne Costa. Il s'agit de la co-autrice de La Voix du Tarot avec Jodorowsky. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. Bref, c'était Benjamin, à très bientôt.